en séquence. Bon, alors on va voir comment ça fonctionne. Avec un bouton. Droite, gauche. Ouais, ok. Alors voilà, tout est dit quasiment. Sauf que tu vois, moi comme toi, je fais de la pub pour mon bouquin, mais dès le premier slide, tu vois. Donc j'ai écrit un livre il y a un peu plus de 2 ans qui s'appelle Surveillance, qui parle de données et de capitalisme de surveillance. Donc effectivement, Mozilla, Cozy et maintenant donc Quant, le moteur de recherche franco-européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs. Parallèlement à ça, 2 activités bénévoles, le Conseil national du numérique où j'ai rencontré Serge, donc voilà, on a une amitié qui remonte aux tranchées du CNU version 2.0, à l'époque où il était bien, et ensuite la CNIL où je suis membre du comité de prospective, donc je ne suis pas juriste ni rien, je suis informaticien de naissance, je suis tombé dedans quand j'étais petit à 14 ans. Je vais vous parler de données aujourd'hui, de surveillance, et je vais commencer par mon héros absolu, le number one au panthéon de mes héros informaticiens, Tim Berners-Lee, donc l'inventeur du web. Et puis je vais directement en faire une critique. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout réussi, Tim Berners-Lee, mais il a oublié un truc, et c'est normal qu'il l'ait oublié, parce qu'il venait d'un contexte académique. Quand il a inventé le web, son problème, c'était que les chercheurs puissent publier et partager de l'information au sein du CERN, où il officiait. Et pour lui, son monde, et le problème qu'il avait à résoudre, c'était publier de l'information dans ce contexte-là. Et c'était tellement bien fait que ça... Et aussi parce que c'était libre de droit, ça a pu envahir le monde et vraiment être utile au quotidien à des milliards d'individus, sans exagération. Mais seulement, il n'avait pas imaginé comment des professionnels allaient être rémunérés pour publier sur le web. C'est normal, vu son contexte. Pour lui, un chercheur, il était payé dans le labo, et son taf, c'était de publier ses résultats de recherche. Mais dans le monde réel, où on est dans un système capitaliste, alors il y a des gens qui vont bénévolement alimenter le web. J'en fais partie, moi je suis blogueur depuis, je sais plus, ça va faire 16 ans maintenant. Je tweete gratuitement aussi, ce genre de choses. Mais il y a des tas de gens qui veulent être rémunérés pour publier sur le web. Et ça, c'était pas prévu dans le schéma, lors de l'invention du web. Et ça, c'est un boulet qu'on traîne depuis 1989, au moment où c'était une idée, et 92, au moment où c'est devenu une réalité. C'est là que donc je fais une parenthèse bucolique. Donc ce sont deux vaches. Il y a un rapport avec la présentation. Et ces 2 vaches discutent entre elles et la première dit à l'autre « J'adore cet endroit, on est nourri gratuitement ». Et la deuxième répond « Oui, c'est génial parce qu'en plus on est logé gratuitement, c'est absolument formidable ». Et donc ça, ce sont 2 vaches discutant du modèle gratuit. Vous voyez ? Alors, ce sont 2 vaches qui n'ont pas encore bien compris qu'elles n'étaient pas clientes du fermier. Vous voyez ? Et vous le savez que les vaches ne sont pas clientes du fermier. Vous alliez lever la main, madame, vous n'étiez pas au courant. Bon, il va falloir qu'on parle du Père Noël et de la petite souris aussi. Donc voilà. Bon, on l'a presque tous bien compris que c'était une évidence, les vaches ne sont pas clientes du fermier. Néanmoins, beaucoup de gens, pas forcément dans cette salle, évidemment, mais beaucoup de gens sont persuadés d'être les clients de Google, de Facebook et des grandes plateformes. Parce que ce sont des entreprises, parce que ce sont des individus, et donc ils sont habitués à être des clients de ces sociétés. Et c'est absolument pas le cas. Les utilisateurs sont bien trop souvent le bétail de Google, Facebook et les autres plateformes. Alors, le modèle commercial du web aujourd'hui, celui que Tim Berners-Lee n'avait pas anticipé, mais qui a grandi de façon organique, est celui-ci. Vous avez un utilisateur ou une utilisatrice qui envoie des données personnelles sur la plateforme. On ne s'en rend pas bien compte, parce que la donnée elle est invisible,
mais il y a énormément de captation de données, je vais y revenir dessus. L'utilisateur fournit du contenu, hein. Je vous rappelle, Google et Facebook, sans le contenu fourni par les utilisateurs, c'est vide. Ce sont des coquilles vides. Et puis, l'utilisateur en retire un plaisir ou une utilité. Là, j'ai mis Google, mais en fait, c'est la plateforme, hein, c'est une erreur. Moitié Facebook, moitié Google, ou moitié ce que vous voulez, mais c'est les grandes plateformes, les géants de l'Internet. Voilà comment ça fonctionne. Et là, pardon ? Il y a aussi Apple. Oui, c'est plus compliqué, parce que quand on dit GAFAM, moi j'aime pas tellement l'expression, parce que on mélange des business models qui sont très différents. Oui, en l'occurrence, elle utilise, là c'est une photo de Mac, parce que c'est un emoji fait sur un Mac, donc évidemment, ils mettent des Macs. Mais Apple, ils vous vendent du matériel. C'est ça leur business model. D'ailleurs, quand vous achetez un iPhone 10S à 1300 €, vous dites « Ah ouais, quand même, je comprends bien le business model. » alors que chez Facebook, il y a marqué « C'est gratuit, ça le sera toujours. » Et c'est là qu'il y a une embrouille. Et il y a une partie non visible de l'iceberg qui est finalement l'essentiel, c'est là où est l'argent. C'est un annonceur qui cherche une audience ciblée qui donne du vrai argent. Et tout le reste, c'est du folklore, quoi. Enfin, c'est... De la même façon, pour reprendre nos vaches, le vrai client du fermier, c'est Lactalis, qui n'est pas forcément plus recommandable qu'un annonceur, quoi. Vous voyez, c'est celui qui va acheter le lait, et puis d'autres qui vont acheter la viande et acheter les veaux. Oui, bien sûr, l'abattoir à la fin. Dieu merci, normalement on n'est pas découpé en rondelles, hein, normalement en fin de vie par Google et Facebook. Hein. Attends de voir. Oui, il faut voir, mais bon, pour l'instant, non, ils ont réussi à le camoufler suffisamment bien. Donc, comment Google collecte vos données personnelles ? C'est simple, là je n'avais pas beaucoup de place sur le slide, je ne les ai pas tous mis. Hein. Mais en gros, s'il vous donne Chrome, s'il vous donne Maps, s'il vous donne Gmail, c'est pas de la bonté d'âme ou une immense générosité. En fait, tout ça, ce sont des chevaux de Troie destinés à pomper de la donnée. Alors parfois, c'est des chevaux de Troie indirects. Google Analytics, par exemple, c'est donné aux gens qui font des sites web pour pomper de la data sur les visiteurs. Donc c'est pas à vous qu'ils font un cadeau, c'est ils offrent un service au webmaster pour récupérer les visites des individus. Android, pareil. C'est un cadeau par la bande. Ils offrent à Samsung, qui est pourtant profondément solvable, hein, le plus grand conglomérat de Corée du Sud, ils offrent à Samsung et à LG et à Sony et à tous les fabricants, sauf Apple, Android, qui a littéralement coûté des milliards de dollars en développement. Ils le donnent avec un contrat en disant si vous voulez le prendre, avec des services, avec le fait que vous avez la prochaine version avant tout le monde, etc. Et bien en plus, il faut prendre les applications qui sont listées sur la droite et les mettre par défaut sur l'écran d'accueil et les activer par défaut. Lesquels vont permettre donc de pomper les datas. C'est un peu un genre de cheval de Troie à double étage, si vous voulez. Je vous donne Samsung, je vous donne Android, et avec ça, il y avait les chevaux de Troie qui sont dedans pour l'utilisateur. Alors, Facebook fait pas mieux, mais fait différemment. Donc ça, c'est une copie d'écran à l'époque où je voulais installer l'application Facebook sur mon Android, à l'époque où j'en avais encore un, j'en ai plus. Et il m'a dit, ben voilà, Facebook veut accéder à votre carnet d'adresse, à votre identité, veut lire vos textos, savoir qui vous avez appelé, quelle est votre position GPS, et puis accéder à vos photos. Alors on sait que le carnet d'adresse, dès qu'il met la main dessus, il l'envoie sur les serveurs de Facebook. Parce que ça lui permet d'avoir de la data sur les futurs utilisateurs de Facebook. Comme ça, quand vous arriverez plus tard, vos amis qui ne sont pas encore sur Facebook arrivent sur Facebook, ils sont déjà pré-référencés chez Facebook, ils ont des profils fantômes. Donc tous ceux dans cette salle qui n'ont pas Facebook sont déjà référencés chez Facebook en attendant le jour où ils vont arriver chez Facebook pour que le premier jour on leur dise « Regardez, vous connaissez sûrement un tel et un tel qui vous avez dans votre carnet d'adresse. »
Et ça, évidemment, c'est pas dit. Ça a été d'ailleurs un des premiers scandales Facebook quand ils ont fait une application mobile. On s'est rendu compte que sur l'iPhone, le premier truc qu'ils faisaient, c'était qu'ils uploadaient le carnet d'adresse. Et on s'est dit, mais non, mais c'est pas la bonne façon de faire. Si on vous donne accès au carnet d'adresse, c'est pour vérifier s'il y a quelqu'un dedans. C'est pas pour en faire une copie et l'envoyer sur vos serveurs. Alors, un autre de mes héros, mais alors celui-là est plus controversé, c'est Edward Snowden, le lanceur d'alerte. Je crois qu'il y a à peu près personne qui dit que Tim Berners-Lee est un traître, alors que lui, par contre, il a quelques millions d'Américains et d'agents de la CIA aux fesses qui sont persuadés que c'est une ordure. Dieu merci, le consensus est que c'est plutôt un héros. En tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un lanceur d'alerte. Parce que lui, il ne supportait pas, il travaillait à la NSA, National Security Agency aux États-Unis. En gros, c'est l'agence qui surveille Internet et toutes les communications. Et le job de la NSA, c'est d'asseoir l'hégémonie américaine dans tous les domaines, que ce soit la diplomatie, le commerce, l'agriculture, etc. C'est leur job. Et pour ça, ils veulent écouter les communications de tout le monde dans le monde entier. C'est un peu compliqué, c'est extrêmement coûteux, ils ont des budgets énormes, mais ça ne suffit pas. Heureusement, on leur donne un coup de main. Heureusement, on concentre toutes nos données chez des grands opérateurs qui, du coup, sont beaucoup plus faciles à écouter. On passe tous par les mêmes câbles, on met toutes nos données chez Google, chez Facebook, etc. Et donc, après, il suffit d'aller chercher la data chez Google et chez Facebook, ou sur les câbles. C'est là, par exemple, ça c'est un des slides top secrets des révélations de Snowden. Et on voit, par exemple, si vous regardez bien ici, à Marseille, il y a un point, à Paris, il y a un point rouge aussi, c'est là où ils opèrent. Alors à Marseille, c'est le point de départ du câble qui va à Singapour et qui passe par le Moyen-Orient. Là, forcément, vous imaginez un peu la nature des infos sensibles qui se transitent sur ce câble. Et il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, hein, curieusement. Et donc, XKeyscore, le nom de ce programme, c'est un genre de moteur de recherche interne. Vous tapez un nom ou une adresse email et vous avez tout ce que la NSA sait sur cette personne qui apparaît à l'écran ou avec des liens vers les différentes applications que contenant ces données-là. Si vraiment il fallait retenir une seule chose des révélations de Snowden, c'est que la centralisation des données rend économiquement possible la surveillance de masse. Surveiller 3 ou 4 ou 5 milliards d'internautes, c'est très compliqué. Mais si ces gens-là mettent toutes leurs données au même endroit, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Alors on pourrait me dire qu'on n'a rien à cacher. Et Glenn Greenwald, qui est un des 3 journalistes qui a recueilli les révélations de Snowden, l'explique très bien dans un TED Talk, donc je vais faire simple. C'est que si vous savez espionner ou surveiller, eh bien, vous faites de l'autocensure. C'est automatique. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je chante sous la douche, très mal, je le reconnais. Du coup, je chante quand je suis seul. Et quand la porte d'entrée de l'appartement claque et que j'entends ma femme qui dit « Chérie, je reviens, j'ai fini mon jogging », ça me coupe le sifflet, mais complètement. Parce que je ne peux pas chanter à tue-tête du Claude François quand ma femme m'entend. Pourtant, elle m'a épousé il y a 25 ans, hein, mais je ne peux pas assumer. Donc, alors évidemment, c'est un peu caricatural, mais c'est de l'autocensure. Et du coup, je suis très mauvais au karaoké parce que j'ai rarement l'occasion de chanter. Et tout est là, en fait. C'est qu'en s'autocensurant, on n'arrive pas à avoir des pensées, des idées, des projets qui ne sont pas encore aboutis, controversés. C'est vraiment une réduction de nos libertés. Ça se trouve, je serais excellent au karaoké si j'avais un peu plus d'entraînement. Ouais, enfin, peut-être pas. Enfin, bon. Donc être sous surveillance, ça pousse à la conformité, à l'obéissance, à la soumission. Et c'est pour ça que les tyrans adorent mettre leurs citoyens sous surveillance, parce que c'est une façon de contrôler les populations. Et ça se prouve, ça se démontre scientifiquement. Alors ça, c'est une étude qui s'appelle Chilling Effects, parue au Berkeley Technology Law Journal. Et c'est de l'audience d'un sous-ensemble de pages Wikipédia au fil du temps. Et ce sous-ensemble de pages Wikipédia, c'est celle liée au terrorisme.
Alors c'est la Wikipédia américaine. Donc est-ce que les Américains visitent ou non les pages liées au terrorisme sur Wikipédia? Alors je rappelle, lire Wikipédia, c'est légal. Hein? Et ce que vous allez trouver dans Wikipédia, c'est plutôt pas mauvais comme information. Et c'est finalement assez rarement polémique parce qu'il y a une volonté de neutralité de Wikipédia. Donc les gens de Wikipédia travaillent ensemble pour arriver à des choses qui posent pas trop de problèmes. Et vous avez des pages sur le salafisme, sur la Palestine, etc. Et c'est franchement, c'est neutre. Hein. Enfin, je veux dire, et c'est important d'y aller. Et effectivement, les Américains, alors bon, ça varie effectivement chaque mois, mais en termes de régression, vous voyez, ça monte fort en termes de tendance. Ça monte fort jusqu'aux révélations Snowden, où on apprend que les Américains sont surveillés par la NSA. Et là, les gens vont regarder beaucoup moins les pages sur le terrorisme dans Wikipédia. Pourtant, c'est toujours légal. Mais ils se sentent observés, ils ont la trouille d'être pris dans une future cyber-rafle ou quelque chose comme ça, ou une cyber-balle perdue, j'en sais rien, mais ils s'interdisent, pas tous, hein, mais d'un seul coup, là, en un seul mois, 20% de baisse. Ils n'osent plus y aller. Et un citoyen qui n'ose plus se renseigner sur des sujets sensibles comme ça, c'est un citoyen qui prend des mauvaises décisions, qui vote mal. Juste après, ils élisaient Trump. Ça ne peut pas être un hasard quand même. Si? Bon, on ne sait pas. Bref. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est ce que certains appellent le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire faire des services qui sont immensément populaires, mais qui permettent la surveillance de tout à chacun. Ce n'est pas un hasard si les 5 premières capitalisations boursières aujourd'hui, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y a énormément d'argent à gagner dans ce business. Et moi, je travaille chez Quant, alors, donc un moteur de recherche. Et il y a 5 ans, notre président et cofondateur s'est dit mais c'est pas possible que ça dure comme ça. C'est pas possible que tous les business qui ont vraiment du succès en ligne soient des choses qui soient financées par cette publicité ciblée, le cœur du réacteur en fait, et qui est vraiment le fond du problème de ça, c'est pourquoi est-ce que Google et compagnie récoltent autant de données? C'est juste pour savoir tout sur chacun et pour pouvoir vendre de la publicité ciblée pour chacun. Et donc on s'est dit chez Quant, il faut faire autre chose que du capitalisme de surveillance. On a besoin d'un moteur de recherche, ça c'est sûr, mais il faudrait le financer autrement. Donc on a fait le moteur Quant avec des différences majeures. Alors la première, c'est pas de cookies. Il n'y a pas de cookies dans Quant. Donc quand vous arrivez sur quant.com, vous voulez faire une recherche, vous n'avez pas la bannière, vous devez accepter nos cookies, machin, etc. Non, parce qu'on ne met pas du tout de cookies sur votre ordinateur. C'est tout. Vous arrivez, vous faites une recherche, on ne sait pas qui vous êtes, on vous donne les résultats, c'est les mêmes pour tout le monde, ils sont neutres, comme ça il n'y a pas de bulle de filtre, vous repartez avec vos résultats et c'est bon. Donc pas d'historique de recherche, de toute façon on ne sait pas qui vous êtes. Donc, et on le voit en haut à droite, les adresses IP sont hachées et sautées. Autrement dit, on ne sait pas, enfin votre adresse IP elle est collectée pour des raisons techniques, mais elle est chiffrée et on ne peut pas la retrouver ensuite, on ne peut pas vous retrouver, on ne peut pas associer votre adresse IP avec le terme de la recherche que vous avez fait. On a nos propres serveurs en Europe, on a nos propres algorithmes et nos propres index. Aussi, on est les seuls en Europe à avoir cette infrastructure-là. Il y a d'autres moteurs de recherche, hein, c'est vrai, mais ce sont des métamoteurs. C'est des gens qui font l'intermédiaire entre l'utilisateur et un autre moteur, américain souvent, et qui fait office de passe-plat entre les deux. Ce n'est pas des vrais gens qui développent de la technologie en France pour faire un moteur de recherche. Bon, on utilise HTTPS, mais ça c'est facile. Et en plus de ça, donc on est en train de décliner
tout ça, Quant Search en plusieurs verticales et services complémentaires que je vais aborder rapidement. Alors le premier de ces premiers exemples, c'est Quant Junior. Voilà, j'ai cherché terrorisme sur Quant Junior et j'ai un dinosaure qui me dit oula, ça c'est compliqué, ça. Faut en parler à un adulte. Et quand je cherche terrorisme dans la rubrique images, alors là c'est un autre dinosaure qui me dit ah oui non mais là j'ai rien trouvé pour toi. Parce que bon, des images de terrorisme pour les enfants de 6-12 ans, on n'en a pas trouvé. Hein. Dedans, il n'y a pas de porno, pas de violence, pas de haine, pas de drogue. Du coup, ça le rend un peu moins excitant à l'usage, faut reconnaître. Et il n'y a pas de publicité. Quant Music, bon là c'est un moteur de recherche pour la musique. Qu'est-ce que vous dire vite fait, des actionnaires européens, 160 employés, et dont on est dans le top 50 des sites européens. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La question que tout le monde se pose, parce que voilà, comment est-ce que Quant gagne de l'argent? Eh bien, c'est avec de la publicité dite contextuelle, par opposition à la publicité ciblée. Contextuelle, c'est-à-dire que vous nous donnez une information quand vous arrivez. Là, en l'occurrence, j'ai cherché vélo. Et donc, on me donne des résultats sur vélo. Et puis, là, de la publicité. 2 liens, Amazon, et puis quelqu'un qui vend des vélos. C'est tout. Je ne sais rien. Je ne connais pas votre genre, votre âge, votre niveau de revenu, votre religion. J'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est que vous vous intéressez au vélo et donc on a de la publicité sur le vélo. Elle vaut moins cher que la publicité ciblée à la Google, mais ça permet de financer le service sans collecter de données personnelles. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est quand vous tapez certains termes, par exemple ici télé 4K, on détecte que les gens qui cherchent télé 4K, il y a des fortes chances que ça soit avec une intention d'achat, et donc toujours sans collecter de données personnelles. En plus, on rajoute ici un encadré Quant Shopping, où on affiche un certain nombre de choses qui fait que si vous cliquez et que vous achetez, à ce moment-là, Quant est rémunéré. Et ça paye le service. Au-delà du moteur de recherche, c'est à venir, mais c'est déjà en partie sorti, puisqu'on a Quant Maps, qui est sorti en alpha début décembre, ou fin novembre, je ne sais plus. Donc Quant Maps est basé sur OpenStreetMaps, donc de la donnée ouverte, oui, celle d'OpenStreetMap, mais non personnelle. Donc c'est en version alpha, il y a encore plein de choses à faire là-dessus. Hein, on est encore au tout début, mais au moins le service est disponible sur quant.com/maps, parce que c'est la cartographie, quelque chose qui nous est demandé avec insistance par nos utilisateurs. Et ça nous amène à un problème, en fait, si vous voulez. C'est qu'une carte générique comme Quant Maps, c'est bien. Elle est générique parce qu'on n'a pas collecté de données sur vous. Donc on ne sait rien. Mais à l'usage, c'est beaucoup moins intéressant qu'une carte où je vais placer, enfin où nos services vont placer des choses que vous avez cherchées dans le passé. Si vous avez cherché votre boucher, vous avez cliqué sur ce qu'on appelle un POI, là, vous voyez tous ces petits points là, c'est des points d'intérêt, point of interest dans le jargon OpenStreetMap. Et bien c'est important de se souvenir que vous avez cliqué dessus, parce que en fait, à l'usage, on se rend compte que les gens qui ont cherché quelque chose, ils veulent souvent revenir sur ce même quelque chose. Et ils utilisent assez rarement la notion de bookmarks, etc. Ou de signets, favoris et autres. Alors, c'est pas mon cas, moi j'en suis fan, mais la plupart des gens s'en servent pas. Donc, on se retrouve en fait un peu coincé entre deux mondes. D'un côté, on ne veut pas collecter de données personnelles, et de l'autre côté, on veut fournir un service qui est personnalisé. Et pour ça, en fait, on est en train de développer, je reviendrai là-dessus, une technologie qui s'appelle Quant Mask, qui est une personnalisation, mais qui est au niveau
du client, au niveau de l'appareil, du terminal de l'individu, que ce soit un smartphone ou que ce soit un ordinateur personnel. On va stocker localement les données sur votre appareil sans jamais les remonter au serveur de Quant. C'est ce qui me faisait mettre ici un troisième de mes héros qui est Lawrence Lessig, qui expliquait il y a tout juste 20 ans que c'était fin décembre 1999, pardon, il écrivait Code is Law, un article extraordinaire, un peu touffu, il faut reconnaître, mais bon, c'était il y a 20 ans et maintenant on commence à le comprendre. En gros, il disait deux choses. Celui qui écrit le code, c'est celui qui décide ce que les gens ont le droit de faire. À une époque, le régulateur, c'était un juriste qui avait été, si possible, élu par le peuple et qui faisait les lois. Et ça, c'était 19e, 20e siècle. Mais au 21e siècle, où tout est numérique, celui qui écrit le logiciel, c'est lui qui a le pouvoir en fait sur la société. Et le code, c'est la loi. D'où l'importance, pour Lessig, et je suis d'accord avec lui, que si le code est libre, ouvert, on peut le consulter, on peut le modifier, et bien à ce moment-là, le citoyen a de l'autonomie dans sa vie numérique. Et il y a un deuxième point qui a été moins simplement compris, parce que vraiment, ce texte est assez touffu quand même, c'est que architecture is policy. C'est-à-dire que décider de l'architecture du système d'information, au sens le plus général du terme, architecturer l'Internet et ses terminaux, décider où le code est exécuté. Est-ce que le code est exécuté sur des serveurs donc, qui sont sous le contrôle de société, ou bien l'exécuter sur le poste client, sous le contrôle de l'individu, eh bien ça détermine où est le pouvoir dans cette société numérique. C'est peut-être un peu abscon, j'espère que non, ça va bon. Et c'est pour ça, si vous voulez, que Mask, qui est ce logiciel qu'on fait, il tourne sur le poste client, il stocke les données sur le poste client, et accessoirement, enfin c'est pas accessoire mais c'est important, c'est du logiciel libre. C'est-à-dire que le code source est public, disponible, vous pouvez l'auditer si vous avez les capacités, vous pouvez le faire auditer si vous le souhaitez. Bref, cette transparence qui est associée par le fait que le code est public et libre, eh bien vous vous assurez que les données qui sont sur votre poste, elles ne sont pas envoyées à tort et à travers, et qu'elles restent localement, ou que si elles sont transmises, c'est à un autre de vos terminaux à vous et de façon chiffrée. Enfin, tout ça est auditable, et c'est pour ça qu'on fait Quant en open source. Quant va être appliqué dans un premier temps à Quant Maps pour stocker vos points d'intérêt que vous avez visités et recherchés par le passé, et dans un deuxième temps sur Quant Search pour vous suggérer votre historique de recherche, donc les recherches passées que vous avez faites, sans que vous ayez à les retaper en entier, et sans pour autant que les serveurs de Quant ne les possèdent, parce que l'information, elle est stockée localement. Voilà, j'ai terminé. J'espère qu'on a du temps pour les questions. Oui, au premier rang. Non, parce que j'avais deux mains alignées là, donc voilà. Merci beaucoup pour ton exposé. La France, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis plan Jean, je vais en mission, je prépare ma mission en parlant de maths et autres. C'est là où je vais pour dormir, c'est là où je vais pour manger, c'est là où je me brosse les dents. J'aime bien visiter les bouquinistes, donc je fais ma carte. Donc j'ai envie de faire ça dans des bonnes conditions, sur un bon ordinateur. Après, il faut que je récupère ça sur mon téléphone, puisqu'évidemment, je ne peux pas ouvrir mon ordinateur pour me balader. Donc tu parles de transmettre, toujours avoir au local. J'ai bien aimé l'idée de transmettre d'un de mes outils à un autre. Et il me semble que du coffre-fort numérique qui sera ailleurs. Ça peut avoir un intérêt, est-ce que vous y pensez, ou est-ce qu'au contraire, c'est une troisième personne qui aura les données, c'est... Alors aujourd'hui sur Mask, on est en train de le faire. Hein. Je dirais même on est en train de le refaire. On a déjà fait une version qu'on n'a pas sortie. On est en train de le réécrire avec des technos différentes.
C'est encore au tout début, au point qu'on n'a pas... Enfin, le code source est public, mais l'application et le binaire ne sont pas sortis, donc vous ne pouvez pas vous en servir aujourd'hui. Comment dire? Pour l'instant, c'est très simple. Ça stocke les données localement de façon chiffrée. Déjà, c'est tout ce que ça fait. Je suis très franc, enfin, j'essaye pas de survendre le machin. Hein. C'est tout ce que ça fait. La deuxième étape, ça va être synchroniser ces données entre deux appareils de façon chiffrée. Et il va falloir appairer les appareils. Donc typiquement mon smartphone va être connecté avec mon MacBook, et quand je rajoute un point d'intérêt ou à tel endroit, eh bien je vais le retrouver sur l'autre pour avoir ça. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, c'est qu'à un moment il faut qu'ils soient tous les deux allumés pour pouvoir se synchroniser. Si j'éteins toujours mon Mac avant d'allumer mon téléphone, eh ben, en fait ils vont jamais pouvoir se synchroniser. Donc, on va voir à l'usage, est-ce qu'il est nécessaire de passer par un tiers ou pas. Est-ce que ce tiers, ça sera quant? J'en sais rien. Si c'est chiffré, peut-être. Enfin, c'est pas moi qui prends les décisions produits, mais en même temps, même si c'est chiffré, que tout est open source, est-ce que les gens vont être à l'aise avec cette idée-là ou pas? Parce que déjà, rien qu'avoir de la data chiffrée qui passe par compte, est-ce qu'ils se sentent à l'aise ou pas? J'en sais rien. Donc on verra de quoi c'est fait. Mais déjà, on part sur des bases techniques saines, c'est local, c'est chiffré, et ça ne passera pas dans un premier temps par un serveur, sauf s'il y a un vrai besoin produit et une vraie demande des utilisateurs. Parce que le monde des coffres-forts, j'en viens. Enfin, c'est pas comme ça que c'était expliqué hein, chez Cozy Cloud. Pour que les choses soient bien faites, il faudrait que le coffre-fort soit hébergeable par l'individu et non pas par un tiers. Et ça pose des gros problèmes de sécurité parce qu'il faut mettre à jour son logiciel. Il faut savoir, enfin, c'est des vraies compétences. Et si on ne fait pas ça, et chez Cozy Cloud, c'est ce qui se passait. 99% des gens utilisaient une version centralisée parce que c'était plus simple. Et en fait, on n'arrivait pas à vraiment on n'arrivait pas à décentraliser l'information autant qu'on le voulait. En fait, on créait un énième silo qui était plus respectueux des données des utilisateurs, mais c'était encore un système vertical centralisé. Donc, monsieur derrière. Qui parle du déchiffrement des mots de passe. Donc finalement le problème c'est où sont les mots de passe et comment avoir des mots de passe sûrs. Parce qu'on est de plus en plus nombreux ici à utiliser des systèmes de gestionnaire de mots de passe. Ils centralisent les mots de passe. Il faut que ce soit plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment faire pour faire une spirale de... Oui, c'est compliqué. Pour ma part, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. La majorité des gens sont assez imperméables à ce système. Moi, j'ai un mot de passe différent par site et tout est stocké dans un gestionnaire de mots de passe, lequel est protégé par un master password que lui, il ne faut pas que j'oublie. Parce que alors, sinon, là, ma vie va devenir soudainement très compliquée. Et c'est synchronisé en zero knowledge, c'est-à-dire tout chiffré de bout en bout entre mes différents appareils. Il faut qu'il soit open source et fait par des gens bien intentionnés. En l'occurrence, moi j'utilise le gestionnaire de mots de passe de Firefox parce que je sais que c'est des gens bien, mais je pense qu'il pourrait être meilleur. Je pense que le chiffrement pourrait être encore meilleur chez Mozilla qui ne l'est aujourd'hui, surtout en local. Serge. Dans beaucoup de choses que tu dis, tu as l'air de privilégier les approches décentralisées où tu fais confiance à personne. Moi, j'ai confiance dans une entreprise avec laquelle j'ai un contrat qui stipule qu'ils ne vont me donner à personne et que je paye. Donc le problème, c'est le business model, c'est le fait qu'on ne paye pas les entreprises. Mais pourquoi, si je paye une entreprise, j'ai a priori
toutes les raisons de penser qu'ils vont me protéger mieux que ce que moi je serais capable de faire. Alors moi je dirais que moi je suis plutôt du genre ceinture et bretelles. Moi je suis prêt à payer un service avec du vrai argent pour qu'ils stockent des choses dont ils ne comprennent pas la teneur. Donc là c'est voilà, c'est ceinture et bretelles, un business model vertueux. Pour ça, mon mail, moi c'est tristan@nito.com, je les paye et c'est clair, ils lisent pas mes mails et tout va bien. Mais idéalement, il faudrait qu'en plus je chiffre, bon là les mails c'est compliqué, mais si je veux stocker mes mots de passe quelque part, idéalement il faudrait que le système soit architecturé d'une manière qui fait que c'est chiffré localement, c'est stocké de façon chiffrée et c'est déchiffré sur mon autre appareil. C'est ça que je voudrais avoir, en plus d'avoir un business model vertueux. Non, 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 ça s'appelle de l'hygiène numérique, hein. Il faut que les choses soient bien faites dès le début. La raison pour laquelle je n'ai pas parlé de payer en fait les entreprises, ce qui me paraît effectivement un business model vertueux, enfin payer une entreprise pour fournir un service, c'est qu'il y a un biais énorme chez l'humain, surtout la version capitaliste de la chose, c'est que si c'est gratuit, il a l'impression qu'il ne peut jamais se tromper. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences de psychologie qui ont été faites. Je vous encourage à lire le bouquin de Dan Ariely sur ce sujet, qui s'appelle « C'est vraiment moi qui décide » ou quelque chose comme ça, je crois. Et il y a tout un chapitre sur la gratuité qui est fascinant. Et en fait, si on demande aux gens de prendre... Enfin, si les gens ont le choix entre quelque chose de gratuit ou quelque chose de payant, et si le payant est de très bonne qualité et le gratuit de mauvaise qualité, eh bien, ils vont toujours prendre le gratuit, même si c'est mauvais. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont... Enfin, c'est la gratuité, elle est obsédante. On a un biais sur la gratuité. Et il fait une démonstration géniale avec des chocolats, des truffes à 50 cents, des truffes au chocolat à 50 cents et des chocolats très médiocres, genre Kinder machin à 3 cents. Et bien, les gens vont prendre la truffe parce qu'à 50 cents, elle est pas chère. Et s'ils baissent chacun de 1 centime, les gens achètent majoritairement la truffe. Jusqu'au moment où on arrive à 0 versus 46 cents. Et là, les gens prennent tous le chocolat gratuit. Alors que avant, ils préféraient prendre la truffe. Mais dès qu'on arrive à 0 pour le mauvais chocolat, ils se précipitent tous sur le mauvais chocolat. Et ça fait enrager hein, quand on lit l'expérience. Hein, parce que la truffe, elle est toujours aussi bonne et il y a toujours le même delta de prix entre les deux. Mais dès lors que le mauvais chocolat passe de 1 cent à 0 cent, tout le monde se précipite dessus. Et c'est ça, en fait, ce biais-là pour la gratuité, il est dramatique aujourd'hui dans l'Internet. C'est très difficile d'avoir un produit qui est compétitif s'il n'est pas gratuit. Et en même temps, c'est difficile d'avoir un service de qualité et respectueux de l'individu s'il est gratuit parce que le business model, il est difficile à trouver. Mais ce qu'on a choisi de faire chez Quant avec la publicité contextuelle, on pourrait nous dire, oui, vous êtes des doux rêveurs et tout. Mais en fait, non, parce qu'en fait, la publicité contextuelle, c'était le business model de Google jusqu'en 2006. Et en 2006, ils gagnaient je ne sais plus combien de milliards, mais c'était déjà indécent. Là où ils ont vraiment basculé, c'est quand ils se sont dit, ah, mais avec la publicité ciblée, où on doit tout savoir sur l'individu, on va gagner genre 30 ou 40% de plus. Et là, ils ont foncé tête baissée, et ça a été le début des embrouilles. Puis Facebook est arrivé, qui les a poussés encore plus dans le no-limit, quoi. C'est-à-dire le fait qu'ils commençaient à faire leur propre service en compétition. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que là, je ne sais même pas si on a encore le temps pour des questions. Monsieur ? Oui, s'il vous plaît, une question à visée prospective qui n'est pas du tout technique. À travers votre intervention et la précédente, peut-on parler de prémisse d'une cyberéthique? Est-il possible dans le futur d'envisager une éthique numérique? Ah ben moi, j'espère que c'est pas le futur. Hein. Enfin, mon travail, il existe, quoi. Et celui de mes collègues aussi. Et nous, on a un directeur de l'éthique chez nous. Et je sais pas si, enfin, je sais pas trop vous répondre entre
enfin nous, on ne fait pas de la philosophie, on fait des produits. Mais on est guidé par des valeurs qui sont finalement philosophiques. Et votre question, en fait, elle est très intéressante. Si on prend un petit peu de recul, moi je trouve que, enfin, je pense, peut-être que je me trompe, j'espère que je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que le business model des Google et Facebook aujourd'hui, il est 1, toxique, et 2, non pérenne. Il n'est pas durable. C'est-à-dire que je pense que construire des outils numériques pour le plus grand nombre, où on se retrouve tous sous surveillance, c'est une cochonnerie, pour rester poli. Et donc, il faut inventer autre chose. Et j'espère que je ne me trompe pas non plus d'ailleurs, que finalement on va réussir à faire émerger une nouvelle génération de produits, la génération d'après, et que finalement dans 10 ans, on pourra imaginer une scène où quelqu'un rentre chez un ami pour une soirée, découvre une vieille Google Home poussiéreuse encore connectée à Internet, et lui dit « mais mon vieux, c'est dégoûtant, c'est pas possible ». Et il va arracher la prise parce que ça ne se fait pas de laisser fuiter des données comme ça. Et ça aujourd'hui, Google Home, c'était le gros cadeau à Noël. J'espère que dans 10 ans, on va regarder la Google Home en disant mais qu'est-ce qu'on a été con en 2018 de diffuser toutes ces merdes. Voilà, ça y est, je commence à déraper. Ah ouais. Non mais vous voyez, c'est vrai que ça me met un peu en colère, quoi, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que dans une partie de l'industrie nous emmène là où il ne faut pas aller en fait. Et j'espère qu'on va réussir à faire émerger une nouvelle génération de produits, de services qui sont éthiques. C'est-à-dire qui fournissent des résultats de qualité, mais sans pour autant pomper de la donnée personnelle, tout en ayant un business model qui fait que ça tient la route, qu'on est compétitif, etc. Et bon, j'espère qu'on va réussir. Sinon, on aura perdu notre temps. Au moins, on aura essayé. La dernière, alors ? Dans le cas du développement durable, est-ce que le fait d'avoir la ressource en local diminue la consommation d'énergie ? Alors ça, c'est une très bonne question. J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il faudrait... alors, je suis extrêmement sensible à la question. Hein, pour ceux qui lisent mon blog aujourd'hui, la moitié des billets sur le blog, c'est sur l'écologie, la réduction de la consommation énergétique, etc. Donc c'est un truc qui m'empêche un peu de dormir la nuit. Franchement, j'en sais rien. Mais le problème est absolument critique. J'ai fait un tweet rageur l'autre jour quand j'ai vu par exemple Puma qui va vendre 330 € des chaussures qui se lacent toutes seules en Bluetooth avec une Apple Watch. Et là je me suis dit vraiment c'est un monde de merde. Parce que avoir une batterie, un moteur, un CPU, un truc Bluetooth, une smartwatch et un téléphone pour faire des lacets. Hein, alors que, si vous, je ne sais pas, connaissez le principe de la charentaise ou de l'espadrille, vous enfilez et c'est fini. Vous voyez ? Et là, je me suis dit que vraiment, on allait un peu trop loin dans cette direction-là. Bon, je crois que j'ai terminé, parce que c'était la dernière question. Désolé d'avoir duré.